centrafricaine et quels sont les principaux indicateurs macroéconomiques à considérer, puis quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme. Cette question s'adresse à Monsieur le commissaire Enoch Roger Wima. Bonjour à tous. Encore une fois de plus, merci Madame Valérie de me passer la parole pour que je puisse présenter en fait le développement macroéconomique récent de la République centrafricaine. Donc, il faut noter que la croissance en 2024 reste faible, et tandis que les pressions inflationnistes persistent encore. En effet, les coûts d'exploitation sont élevés, exacerbés par des prix de carburant qui sont aussi élevés. Et donc, on a noté aussi qu'il y a un approvisionnement en énergie qui sont insuffisants et des défis sécuritaires persistants encore en République centrafricaine. Donc, ce qui freine un peu la croissance en, en 2024. Et donc, d'après les révisions faites avec le service du Fonds monétaire international, donc on a révisé la croissance en République centrafricaine de 1,4 à 1% pour l'année 2024 contre 0,7% en 2023. Et donc, il faut noter aussi que l'inflation devrait atteindre 3,4% en 2024, ce qui est supérieur au seuil communautaire qui est fixé à 3%. Par contre, en 2023, l'inflation a atteint 3%. Donc, il faut noter aussi que euh, en termes de la position extérieure du pays, donc on note une position extérieure qui s'est améliorée en 2024. Donc, le déficit du compte courant, y compris les dons, est anticipé qui a diminué à 7,8% du PIB en cette année contre 8,8% du PIB en 2023. Et donc, il faut noter aussi que cette amélioration est due à la baisse des importations de carburant qui sont liées à une faible campagne fluviale que le pays a connue en 2023 et qui continue encore en 2024. Et on a noté aussi l'absence d'appui budgétaire qui joue vraiment sur cette condition. Donc, en termes de perspectives économiques et les risques qui pèsent vraiment sur l'économie centrafricaine, donc on peut noter que les perspectives macroéconomiques à moyen terme tablent sur le redressement vraiment de l'économie centrafricaine. Et donc, le scénario de base suppose une résolution durable des pénuries de carburant par le biais de l'application intégrale du plan d'action, parce que le gouvernement a mis en place un plan d'action dans le secteur des hydrocarbures pour nous permettre en fait de booster la fiscalité pétrolière. Donc, en termes de perspective aussi, il faut noter que le programme financier appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI est très important pour nous permettre en fait de booster l'économie et la construction et la réhabilitation en fait des infrastructures routières aussi. On note aussi la mise en œuvre de certaines politiques économiques du pays ainsi que la signature de certaines conventions de plusieurs projets qui nous permettent vraiment de booster la croissance. Donc, on peut noter que la croissance du PIB réel devrait s'accélérer de 2,9% en 2027 et à 3,7% en 2027 s'il y a une gouvernance plus forte et un environnement des affaires qui sera plus attractif. Donc, il faut noter aussi qu'en termes d'inflation, on devrait progressivement diminuer vers la critère de convergence de 3% de la CEMAC. Donc, en termes de déficit primaire, on peut noter aussi la réduction de 3,5% du PIB et 2% en 2026. Voilà en fait d'une manière synthétique la situation macroéconomique du pays et les indicateurs macroéconomiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Donc, nous notons qu'il y a un plan d'action qui est en cours de mise en œuvre par le gouvernement, qui également s'appuie sur la facilité élargie du FMI pour pouvoir Oui, redresser, comme vous l'avez dit, globalement l'économie de la RCA. On effectivement. parle d'économie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. En avril 2024, l'agence Bloomfield a accordé la note BB+, avec une perspective stable à long terme à la RCA, ce qui est, est totalement cohérent avec les perspectives qu'a présenté le commissaire. Alors, qu'est-ce que cela augure pour la RCA en termes d'image et de perception par les investisseurs étrangers? Que dire du taux de bancarisation actuel? Que dire de l'inclusion financière de manière générale en RCA? La question est posée à l'expert ADG, Monsieur Yves Descendé.
Merci, Madame la modératrice. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, merci. Bonjour les panélistes. Je voudrais avant toute chose féliciter la COSUMAF et Madame le Président de la COSUMAF pour cette initiative qui vise au développement du marché financier dans la CEMAC qui est très peu connu. Profiter également pour saluer la performance de One Africa Forum qui, en très peu de temps, de toucher toute la communauté sur des questions extrêmement importantes. Alors, effectivement, en avril, l'agence Bloomfield a donné une notation à la RCA. Comme vous le savez, les notations permettent d'indiquer qu'il y a une transparence dans la gestion des finances publiques. Même si les problèmes sont là, la notation permet de donner des indications claires et de rassurer les investisseurs qu'ils peuvent investir en Centrafrique en ayant connaissance de cause. C'est ainsi que, comme l'a dit très bien le commissaire, la Centrafrique est en phase de relèvement et en phase de relèvement après une moult crise. Et tous les bailleurs de fonds, notamment le FMI et la Banque mondiale, et les partenaires bilatéraux sont en discussion, en collaboration avec les pouvoirs publics pour contribuer à ce relèvement. Et donc, naturellement, les investisseurs se tournent vers la RCA, qui est un pays d'avenir et qui est un pays en construction où tout est à faire. Le commissaire l'a indiqué tout à l'heure, ou je crois que c'est vous. Il a les indices miniers. La Centrafrique est un pays minier, est un pays où l'agriculture peut se développer, où l'industrie également, tout est à faire. Donc, c'est une destination où les investisseurs peuvent fortement investir. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, nous vous entendons très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Voilà. oui, nous vous entendons Alors, très bien. naturellement, vous avez, merci, vous avez évoqué un problème très important qui est celui de la bancarisation. Je crois que dans la CEMAC, nous sommes vraiment le pays le moins bien loti en termes de bancarisation. Il y a 4 établissements bancaires. En moyenne, dans la CEMAC, ça tourne autour de 5 ou 10. Et ces établissements bancaires sont souvent regroupés uniquement dans la capitale. Et donc, nous avons un taux de bancarisation très faible, qui tourne autour de 2%. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce n'est pas du tout élevé. Et ça constitue un frein pour le marché financier en général et pour l'inclusion financière en particulier. D'où des efforts sont à faire, notamment par les banques, mais aussi nous devons saisir les opportunités maintenant qui sont présentées par le mobile money ou le mobile banking. Mais ça, on pourra le développer tout à l'heure. Ce sont des aspects qui peuvent contribuer au développement du marché financier, en effet. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. OK. Merci beaucoup, expert. Donc, vous l'avez dit, le taux de bancarisation est faible, ce qui pourrait traduire justement une faible confiance de la population au système bancaire et probablement une thésaurisation assez élevée ou l'utilisation d'autres circuits. La question pourrait être s'il y a une confiance aussi faible au système bancaire, est-ce qu'il serait possible d'avoir une confiance élevée au marché financier qui est tout nouveau et qui est, on va dire, encore très méconnu? C'est donc important pour nous qu'on comprenne qu'est-ce que le marché financier, quels, quels sont les produits qui sont offerts par ce marché, quels sont les différents acteurs qui redynamisent, qui font vivre le marché. La question est posée à Monsieur le directeur général Moukoko, directeur général de SG Capital. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. C'est bon? OK, d'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à One Africa et merci à la COSUMAF pour cette plénière. Alors, je rebondirai déjà sur le point de mon prédécesseur, hein. Vous avez posé la question de la confiance au système bancaire.
et en comparaison avec la confiance au marché financier, je pense plutôt que le faible taux de bancarisation, mon prédécesseur me corrigera, hein, est surtout lié aussi à la situation macroéconomique et politique du pays. Je pense qu'on a quand même un pays qui a traversé pas mal de secousses sur les dernières décennies, ce qui fait que ça a limité quand même la confiance de pas mal d'investisseurs parce qu'il y a cette instabilité-là et personne ne veut voir son argent être mis à risque euh, sur les plans politiques, sécuritaires ou autres. Donc, je pense que le taux de bancarisation qui est faible est quand même assez lié à cette situation-là et pas peut-être forcément un problème de confiance. Mais pour faire un parallèle, je pense qu'aujourd'hui, le marché financier aurait plus ou moins les mêmes attentes, hein, parce que aujourd'hui, on définit un peu comme le marché financier comme le marché alternatif, comme un marché alternatif de la zone CEMAC. Euh, je dirais également le marché monétaire. Donc, il y aurait le même sujet, puisque de plus en plus, les investisseurs de notre marché sont de plus en plus avertis. Donc, maintenant, les gens n'investissent pas n'importe comment, ils choisissent de plus en plus leurs placements sur la base d'un rapport risque, mais aussi rendement. Vous avez des investisseurs qu'on voit dont la plupart sont des institutionnels. Hein. Le marché financier, je pense qu'on est à allez, 65-70% de banques, avec environ une quinzaine de pourcents pour les fonds de pension associés d'assurance. Donc, vous voyez que c'est des investisseurs qui sont quand même avertis et qui ont des obligations en termes de répartition de leurs risques. Donc, ils vont pas placer leur papier seulement sur la rentabilité, mais aussi sur le risque. Donc, la logique est vraiment de plus en plus rationnelle. Alors, le marché financier, bon, je vais peut-être présenter à la place de la présidente, bon, elle excusera. Le marché financier, c'est un marché alternatif. C'est un marché qui est aux côtés, normalement, du marché monétaire, qui est plus, par définition, un marché de court terme, et réservé au trésor et avec les banques qui agissent en tant que spécialistes en valeur du trésor. Tandis que le marché financier lui-même, est un marché beaucoup plus élargi, qui est ouvert vraiment au grand public, par définition encore, et où vous avez la capacité d'avoir une multitude de produits. C'est-à-dire que vous avez sur le marché financier des produits tels que des obligations cotées à la bourse des valeurs mobilières, vous avez des actions également cotées, vous pouvez avoir, aujourd'hui nous avons des fonds communs de placement qui sont dans la catégorie des organismes de placement collectif. Donc jusqu'alors, avant 2023, on avait les OPCVM, donc les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Maintenant, on a des fonds d'investissement alternatifs qui sont donc d'autres types de véhicules qui permettent d'attaquer justement des cibles d'investissement spécifiques et beaucoup plus risquées. Les OPCVM sont sur des valeurs mobilières, c'est-à-dire des titres non, enfin, moins risqués. Ce sont des titres d'État, principalement. Tandis que tout ce qui est fonds d'investissement alternatif, le rendement est plus élevé, mais le risque aussi est plus élevé. Vous avez récemment des confrères qui ont lancé des nouveaux produits de la catégorie des FIA, notamment les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier, de telle sorte à booster le marché de l'immobilier dans la zone CEMAC. Euh, mais vous avez beaucoup d'autres choses. Vous avez également des fonds communs de titrisation. On sait que les États sont assez endettés et beaucoup ont besoin de recycler ou de refinancer leurs dettes. Ce type de véhicule-là pourrait servir justement à étendre les maturités des dettes de ces États-là, mais pas que, hein. Il y a également le secteur privé. Donc, le marché financier est ouvert à tout le monde. Il est ouvert aux entreprises publiques en tant qu'émetteurs, aux États, aux entreprises privées également. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises privées qui viennent sur le marché, mais c'est pour plusieurs raisons structurelles qui peuvent être liées à, la concurrence peut-être du marché bancaire auquel tout le monde est habitué, mais aussi d'autres points plus spécifiques tels que la fiscalité, la transparence et autres. Et je terminerai peut-être sur les acteurs. En tant qu'acteur, on a bon, les principaux que vous connaissez déjà, qui sont les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille. Monsieur Descang représente également une autre catégorie d'acteurs qui sont les CIF.
donc les conseillers en investissement financier. Euh, Si je me trompe pas, vous avez également d'autres acteurs qui sont spécialistes sur les questions d'actifs numériques. Donc voilà, c'est vraiment tout un parterre d'acteurs et que la réglementation COSIMAF a récemment euh, mis en avant pour étendre les possibilités du marché financier de la zone CEMAC et en le transformant vraiment en marché alternatif aux côtés du marché bancaire, du marché monétaire et autres. M'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Merci beaucoup pour cette belle peinture du marché financier et de ses acteurs. Donc, on retient que le marché financier est ouvert à tout le monde, les États, le privé et le grand public. Et on parle on parle des États et on embraye directement sur les structures étatiques qui mobilisent, on va dire, une épargne significative, telle que la CNPS, mais également toutes les autres structures étatiques qui pourraient être qui pourraient, en allant à la Côte, manifester justement le désir de l'État de pouvoir s'ouvrir au marché financier. Alors, Monsieur Cour, vous êtes directeur général de Eden Capital. Donc, en tant que société de bourse, vous êtes appelé à accompagner les acteurs à entrer à la côte. Est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que votre structure s'est intéressée à la RCA? Si oui, quel est le potentiel? Quel est le potentiel de la RCA? Quels sont les principaux freins que vous avez éventuellement rencontrés dans le cadre de ce processus d'amener les entités publiques à la côte et également les autres entités qui mobilisent l'épargne telles que la CNSS, telles que les sociétés d'assurance? Voilà. Donc, merci d'avance pour votre réponse. Ok, ben, merci pour la parole donnée. Et une fois de plus, hein, je tire un coup de chapeau aux organisateurs de cet événement. Pour répondre à votre question, ben, alors, avant peut-être d'aller dans le vif du sujet, il conviendrait notamment de réfléchir sur le point du potentiel du marché financier en question. Donc, il faut d'abord réfléchir pour savoir quel est le potentiel du marché financier de la RCA. Quels sont les défis et les opportunités du marché? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un investisseur vienne investir dans votre marché, il faut que votre marché soit attractif. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Euh, Bien entendu, il y a des réformes hein, qui sont menées sur le marché financier de la RCA. Ces réformes tiennent principalement à une définition du plan national d'éducation financière. D'ailleurs, c'est euh, on va dire, l'un des chevals de bataille hein, du président de la République qui, naturellement, s'est rendu compte qu'il y a pas mal de travaux à faire, notamment sur tout ce qui est éducation financière en RCA. Donc, euh, à la suite d'ailleurs de pas mal de sessions qui se sont tenues, hein, en l'occurrence avec la Banque des États de l'Afrique centrale et la COSUMAF, il a été recommandé de mettre en place donc un plan national d'éducation financière. C'est juste un axe prioritaire hein, sur tout ce qui est croissance économique et réduction de la pauvreté, notamment via, je dirais, euh, voilà, un plan qui a été mis sur pied pour pouvoir un peu euh, c'est une sorte un peu de guide hein, pour que les agents, notamment du ministère des Finances, de la RCA, montent en compétences. Il y a eu pas mal de sujets, notamment sur tout ce qui est sujet de levée de fonds sur le marché financier. Des échanges ont eu lieu avec ces agents du ministère des Finances. Il y a eu un constat malheureux, malheureusement, je vais peut-être me répéter, le constat a été que il fallait absolument que ces agents du ministère des Finances puissent comprendre comment fonctionnent les produits du marché financier, notamment tout ce qui est actions-obligations. Donc, raison pour laquelle le président, bien entendu, a insisté sur le fait que ce plan national d'éducation financière soit mis en place. Il y a bien entendu tout ce qui est en lien
je dirais, des initiatives hein, en lien avec la stratégie du développement du secteur financier. Là, je m'explique un peu. Alors, il s'agit notamment de tout ce qui est l'amélioration de l'accès au financement et renforcement de la stabilité financière. Il y a également des sujets, notamment liés à tout ce qui est... Alors là, je suis en train de décrire hein, les défis, les opportunités ainsi que les initiatives en cours dans le pays. Nous avons notamment tout ce qui est réhabilitation des infrastructures financières. Donc là, nous parlons bien entendu de tout ce qui est l'amélioration du système de paiement et de régulation. Mais peut-être pour revenir à votre sujet, j'ai préféré d'abord planter le décor. Euh, il faut savoir qu'il y a de cela quelques mois, avec la RCA a désigné trois structures pour être cotées au niveau de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Il s'agit principalement de la Société centrafricaine des télécommunications, je pense, la Société d'énergie centrafricaine, NRK, si je ne me trompe pas. Et la troisième, de mémoire, il s'agit de la SODECA, de la Société de distribution des eaux de la Centrafrique. Alors, le constat que nous avons eu au niveau des sociétés de bourse est de dire, on a beau avoir défini ces entreprises pour aller en bourse, mais je pense qu'il y a un préalable. Et je pense que la COSUMAF nous aide un peu dans ce sens où elle a eu à définir dans le cadre de la nouvelle réglementation, je veux dire, la création d'un nouveau métier qui est le listing sponsor. Le listing sponsor, c'est ceux-là qui vont en réalité accompagner les entreprises à se faire coter. C'est-à-dire que c'est un travail préalable en fait au sociétés de bourse. Les listing sponsors sont un peu, si vous voulez, des acteurs qui sont là pour toiletter un peu l'entreprise qui est censée être amenée en bourse. Et la société de bourse ne vient en aval pour pouvoir gérer l'opération d'IPO proprement dite. Donc, globalement, je pense qu'il y a du potentiel sur ce marché, mais il y a des préalables que j'ai définis tout à l'heure, hein, des préalables, tout ce qui est naturellement lié à l'éducation financière, tout ce qui est lié, bien entendu, à une stabilité politique et sécuritaire, tout ce qui est également lié un aspect peut-être qu'on nommait généralement, c'est l'aspect des assurances. Là, je m'explique un peu. Hein, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mener une activité euh, d'investissement en RCA sans toutefois être accompagné par le volet assurantiel. Parce que n'oublions pas que l'assurance est là globalement pour protéger les investissements. Donc, il y a tous ces sujets-là qui, en réalité, quand vous les mélangez tous, se rejoignent. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Mais nous, en tant que Feden Capital, là, je parle de manière personnelle, bien entendu, des offres hein, ont été faites, notamment au gouvernement de la RCA. On a eu à prendre part à certaines opérations de mobilisation de fonds, notamment via des opérations de reprofilage de dettes. Donc, c'est des sujets que nous maîtrisons correctement. Tout ce que nous demandons, bien entendu, à la sphère dirigeante, donc notamment via le ministère des Finances et pourquoi pas, on va dire, le gouvernement centrafricain dans sa globalité, c'est de principalement investir sur les hommes. Je pense que c'est très important. Ce sont des points qui reviennent tout le temps. Ce sont ces hommes, en fait, qui sont, à la limite, euh, je veux dire, quand vous maîtrisez un sujet, vous êtes plus à l'aise à faire des opérations qui impacteraient de manière plus positive l'État. Donc voilà, de manière globale, c'est ce que je tenais à dire sur le sujet qui m'est posé. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, l'on retient qu'il y a des, des sociétés qui ont été shortlistées par l'État de la République centrafricaine pour l'accès à la côte. Nous comprenons également qu'il y a un désir donc manifeste pour l'État de jouer un rôle central au niveau de la place financière et que cela passe par une éducation financière appropriée. Comme vous l'avez dit, c'est des hommes formés dont on a besoin pour pouvoir avancer dans ce processus. Alors, on a parlé de l'État, on parle des entités publiques.
Mais en amont, on a retenu que le marché financier est également ouvert au grand public, c'est-à-dire aux individus comme moi, comme chacun des participants à ce webinaire. La question qui suit est de savoir pour nous, les individus, je veux dire, une fois qu'on a parlé de l'État, des sociétés publiques, il y a les citoyens centrafricains qui sont également intéressés, qui pourraient être intéressés par le marché financier. Et là, je m'adresse directement à M. Fomité, qui est directeur d'un fonds commun de placement et dont l'activité pourrait permettre aux individus de pouvoir également avoir facilement accès au marché financier. Ça, c'est la première question, donc, est de dire qu'est-ce que les fonds communs de placement peuvent offrir aux individus pour pouvoir capter l'épargne et offrir des services sur le marché financier à ceux-là. Et puis, en point 2, la question que, juste pour clarifier, parce qu'une fois que M. Fomete aura exposé, il y aura peut-être une question de savoir quelle serait la différence entre l'individu qui investirait dans un fonds commun de placement avec des petits tickets et celui qui investit, par exemple, dans un produit d'assurance vie, parce qu'il faut quand même dire que dans nos marchés en Afrique centrale, nous sommes quand même relativement plus sensibilisés aux tickets liés à l'assurance vie comparativement aux tickets dans les fonds communs de placement. Donc, Monsieur le directeur général, Monsieur Fomete, vous avez la parole. Merci, madame, pour vos questions. Bonjour à tout le monde. Et je tenais à remercier, à la suite de mes copanélistes, la COSUMAF et One Africa pour cette initiative qui nous donne la possibilité, à travers cette tribune, de parler de ce que nous faisons à une audience qui a, en général, beaucoup de questions, mais qui ne sait pas à qui s'adresser. Donc, c'est une initiative que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et je me ferai modestement, pendant ces quelques minutes, le plaisir de répondre aux interrogations qui nous sont adressées. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte de la RCA qui a été brillamment présenté par les différents interlocuteurs sous différents angles. Et je vais, grâce à votre question, me mettre tout de suite du côté de l'investisseur grand public, l'investisseur particulier, qui doit se demander dans cet univers, dans cette sphère, comment est-ce qu'on se retrouve? Il y a les États, il y a les sociétés publiques, mais c'est de notre argent dont il s'agit. Comment nous, petits porteurs, on peut être acteurs de ce marché-là de manière efficace pour nous-mêmes, mais aussi pour l'économie du pays et de la sous-région. Et je pense qu'on a un élément de réponse. Donc, Corea Asset Management est une société de gestion d'actifs spécialisée dans la structuration et la promotion des OPCVM, dont le FCP fait partie. Donc, c'est un peu plus global, c'est juste pour corriger. Et donc, c'est un produit qui a la particularité de mobiliser l'épargne au même titre que les compagnies d'assurance dont vous avez parlé, et qui peut permettre, grâce à sa structuration et son fonctionnement, de proposer des taux de rendement assez intéressants grâce justement à l'expertise des sociétés de gestion qui les gèrent au quotidien et qui s'engagent du moins à des résultats et des seuils de rentabilité qui sont en général plus intéressants que les produits bancaires classiques. Euh, à titre d'exemple, dans notre sous-région, il y a à peu près une trentaine de fonds communs de placement qui sont actifs et qui l'année dernière ont mobilisé à peu près 450 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a quand même déjà une population qui est à l'écoute et il y a une appétence qui me laisse croire que c'est une bonne direction pour des gens qui n'ont pas beaucoup de culture financière, mais qui ont envie d'épargner de petits montants
d'avoir accès à notre marché. Et nous, notre rôle, ce serait de mobiliser cette épargne-là et de la placer sur les produits du marché qui sont présentés dans la sous-région. Et c'est ça l'avantage. Et pour regarder le cas spécifique de la RCA, nous avons un pays plus grand que le Cameroun, pour comparaison, mais avec une population d'à peu près 6 millions d'habitants. On peut imaginer qu'il y a une population active qui est certainement à l'écoute, qui a besoin de préparer sa retraite, qui a besoin de financer des projets. Et comme le taux de bancarisation n'est pas très élevé, on parle de 4 banques, 2, 3 assurances, avec un taux qui avoisine les 10%. Il faut faire ce qu'on appelle un leapfrog. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faudrait euh, euh, passer comme ça s'est vu en Occident, euh, de la ligne fixe au portable tout de suite. Et l'Afrique a réussi très vite à le faire, de sorte que d'un point de vue technologique, aujourd'hui, l'Occident prend des leçons en termes de mobile money auprès de nous, Africains. Je pense que les fonds communs de placement, si on les utilise de manière pertinente, peuvent être très rapidement un outil de développement et d'inclusion financière. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de nous, acteurs, sociétés de gestion de portefeuille. Il y a une responsabilité aussi des institutions financières, je pense aux banques, une responsabilité auprès des instances dirigeantes, c'est-à-dire à travers des programmes d'information ciblés, d'encourager les acteurs et les banques à travailler pour développer ce type de produit, justement, pour la grande distribution, euh, de sorte que des personnes lambda puissent épargner 5 000 francs, 10 000 francs de manière régulière, de manière indolore même pour certains, de manière justement à se constituer une épargne qui va leur permettre de financer leurs projets, soit immobiliers, soit de financement des études ou même de retraite complémentaire. Donc, le fonds commun de placement, aujourd'hui, grâce à cette simplicité, comme j'expliquais, il suffit d'être identifiable, euh, d'aller normalement dans un guichet. Ce serait super si les banques présentes en RCA pouvaient se positionner dans un premier temps comme des guichets de distribution de ces fonds communs de placement, de manière à proposer à leurs clients une diversification en termes de produits bancaires, en termes de produits de placement, avec une rentabilité qui serait un peu plus intéressante, même si on m'opposerait justement la problématique de la déviation des ressources de la banque vers des produits qu'ils ne maîtrisent pas. Mais dans d'autres marchés, ça se fait comme ça. Les asset managers travaillent avec les assureurs, travaillent avec les banquiers, construisent des produits qui sont finalement distribués à la population. Et donc, ça devient un cercle vertueux où chacun est à sa place. Les asset managers structurent les produits, les banques et les assurances les distribuent parce qu'ils ont accès justement avec leur réseau de distribution et leur réseau d'agences à une clientèle qui est large et qui est habituée justement à faire des dépôts à travers leur guichet. En plus, ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est la puissance de la digitalisation. Je pense que la majorité des Centrafricains aujourd'hui ont un téléphone portable. Et donc, il suffirait, dans cette réflexion, d'associer la digitalisation à la distribution de ces produits pour que, de manière très rapide et très efficace, l'accès au marché financier à travers ces outils-là soit pertinent. Donc, pour ma part, 2 axes. Développer encore plus de fonds communs de placement, centrafricains ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de société de gestion de portefeuille euh, euh, basée en Centrafrique, mais je pense que ça va venir. En attendant, il y a une quinzaine d'acteurs qui gèrent à peu près une trentaine de produits. Il faut savoir que en UMOA à côté, ils ont une centaine de FCP. Au Maroc, ils en ont plus de 600. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un produit qui, à la longue, si on regarde de manière efficace, peut permettre très rapidement de faire un saut qualitatif et quantitatif en termes de collecte d'épargne et de financement de nos économies. Donc, 2 axes, la vulgarisation des fonds communs de placement avec l'accompagnement du régulateur pour pouvoir toucher
le plus grand nombre de personnes à travers l'éducation financière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les acteurs du marché commencent à se mettre ensemble pour justement faire la promotion de l'éducation financière, même auprès des plus jeunes, des étudiants. La COSUMAF est également dans cette démarche, puisqu'elle, je pense, dès la semaine prochaine, va faire le tour de certaines universités pour parler de notre marché. Et je pense que c'est une initiative qui doit s'étendre dans la sous-région pour que les plus jeunes euh, aient ce réflexe d'épargne intelligente, d'épargne régulière à travers justement ces fonds communs de placement. Donc, un axe, c'est la vulgarisation des fonds communs de placement avec les acteurs locaux en Centrafrique. Et le deuxième, c'est un peu pour faire écho aux propos de Eugène, c'est travailler avec les instances dirigeantes pour éduquer la population sur l'importance euh, et surtout l'utilité des fonds communs de placement dans leur habitude de consommation et d'épargne, avec des programmes de sensibilisation ciblés où les gens comprendraient tout de suite en allant dans telle banque, en allant dans telles assurances, ils peuvent souscrire. Et si on suppose que, allez, 1 million de Centrafricains peuvent mettre ne serait-ce que 5 000 francs tous les mois sur les fonds communs de placement, vous voyez tout de suite que ça fait 5 milliards de francs CFA qui peuvent être dirigés même pour financer directement les appels de financement du pays quand il y a des sollicitations, que ce soit sur le marché monétaire ou plus récemment sur le marché monétaire de la BEAC. Donc voilà, de mon point de vue, les deux axes pratiques sur lesquels on peut mettre un accent. Et je pense que cette tribune pourrait nous permettre de toucher rapidement l'aspect solution en termes de levier de croissance, parce qu'il y a des fonds qui existent, parce qu'il y a des acteurs locaux et parce que le gouvernement et les instances de régulation peuvent se mettre ensemble pour créer rapidement un cadre de dynamisation de cette initiative. Je ne sais pas si ça a permis de répondre à vos deux questions. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Merci beaucoup pour cette intervention qui permet de rassurer le grand public de leur place aussi au sein du marché financier. Donc, l'on comprend qu'il y a des petits tickets qui sont disponibles et qui peuvent donc être pris auprès des FCP. Donc, vous avez mentionné deux axes principaux, dont la vulgarisation des fonds communs de placement et puis le point 2, la vulgarisation de l'éducation financière. Donc, mettre un accent sur l'éducation financière. Avant de répondre, prendre les questions du chat, je voudrais demander à l'expert de santé qui est centrafricain et qui vit en République centrafricaine, qui est le seul acteur agréé par la COSUMA sur le marché centrafricain, de nous repréciser ou de nous dire comment lui-même il sent cette culture financière. Je crois que les participants, les autres panélistes ont parlé de cette absence ou bien de ce déficit relativement à l'éducation financière, mais vous êtes le seul intermédiaire agréant à RCA. Est-ce là un indicateur suffisant du fait que la culture financière est vraiment insuffisante? Et quelles sont les actions qui sont menées par vous ou par les acteurs qui sont positionnés dans les autres pays pour davantage vulgariser cette culture financière? Si possible, ce serait bien que vous nous disiez un peu, si ce n'est pas indiscret, quelle est vraiment votre activité en République centrafricaine. Monsieur l'expert. Expert, votre micro est fermé. Merci. Merci, Madame la modératrice, pour cette question pertinente. Mes prédécesseurs l'ont tellement bien dit que je vais le répéter dans le cadre de la RCA, effectivement, Continental Finance est conseil en investissement financier. Nous sommes agréés dans ce cadre. C'est une activité qui est située juste en dessous des sociétés de bourse et des sociétés de gestion de portefeuille. Nous faisons du démarchage. Nous allons rencontrer des clients pour leur expliquer l'avantage de souscrire à des produits financiers, des instruments financiers qui sont
détenues par les sociétés de gestion de portefeuille, par les banques ou des intermédiaires, d'autres acteurs. Alors effectivement, mes deux prédécesseurs l'ont très bien dit, nous avons un déficit en général dans la CEMAC, la culture financière, et d'où l'initiative de la COSUMAF visant à vulgariser l'information financière dans toute la communauté est vraiment salutaire. Et singulièrement chez nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, nous souffrons d'un faible taux de bancarisation. Et donc, naturellement, lorsque nous parlons d'instruments financiers, de produits financiers, euh, souvent les gens ne savent pas trop de quoi il s'agit. Euh, le particulier a tendance, pour épargner, aller vers la banque, un DAT ou un compte d'épargne classique. Donc, quand on va parler d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, souvent ils ne le savent pas. Alors, l'intérêt ici, c'est de voir comment faire pour faire un bond. Mon prédécesseur a dit on va faire un bond quantitatif, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, le taux de bancarisation est faible, mais nous assistons à des phénomènes nouveaux où on parle de portefeuille électronique, on parle de mobile money, euh, etc. Et donc, comment faire pour mieux structurer l'offre, parce que le marché financier, pour qu'il se développe, pour le marché financier, il faut une offre et une demande. Et comment faire pour mieux structurer l'offre, pour que l'offre puisse trouver son public? Les économistes disent que l'offre crée sa propre demande. Donc, les acteurs doivent s'interroger. Les acteurs, les sociétés de bourse, les banques doivent s'interroger pourquoi l'information financière n'est pas suffisante. Avec le concours de la COSUMAP, bien sûr, les pouvoirs publics, pour informer le public, des particuliers, qu'il y a des opportunités sur le marché financier. Il y a un secteur très important dont on n'a pas encore parlé, c'est les petites et moyennes entreprises qui forment le socle de la création de richesses dans nos pays. C'est connu. Et les petites et moyennes entreprises dans nos pays, quand elles veulent se financer, elles cherchent autour d'eux, les amis, la famille, ou alors essaient péniblement d'aller voir les banques pour être financées. Et il faudrait pouvoir les informer sur les possibilités. Je pense que la BVMA travaille à cela, si je ne me trompe pas, les guichets pour les petites et moyennes entreprises pour lever des fonds, selon certaines conditions, évidemment. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui a parlé de listing sponsor, comment faire pour habiller la mariée pour aller en bourse. Et il le disait notamment dans le cas des sociétés publiques donc, qui avaient été retenues pour entrer en bourse. Effectivement, les dirigeants de ces sociétés, ne sachant pas trop comment faire, avec une certaine crainte de perdre le pouvoir de contrôle de leur société, n'ont pas trop donné cours à ces sollicitations. Mais effectivement, ces sociétés publiques, il a parlé de Socatel et Nerca et Sodeka, gagneraient vraiment à aller en bourse pour lever des fonds pour leur développement, puisque ces sociétés sont des monopoles qui ont un marché et qu'il faut développer. Donc, en résumé, il faut accentuer l'éducation financière de la population, du public, des petites et moyennes entreprises, pour que le public, en général, sache qu'il y a des opportunités à saisir sur le marché financier, aussi bien en termes d'épargne que d'investissement. Et en ce qui concerne la Centrafrique en particulier, pour relever ces défis, il faut saisir l'opportunité de la digitalisation. C'est-à-dire que les acteurs du marché, y compris la COSUMAF et la BVMAC, doivent réfléchir à comment faire pour que, on parlait tout à l'heure des fonds communs de placement, on propose à nos clients quelquefois comment faire pour que le commun des mortels, le particulier, puisse acheter une part d'un fonds commun de placement vraiment à partir de son téléphone, par exemple. Ça, ce serait une manière d'accroître l'inclusion financière et de booster le marché financier en Afrique. Donc, singulièrement en Centrafrique, je vous dirais que l'information financière n'a pas encore bien évolué. Il faudrait accentuer l'information financière, la vulgarisation, aussi bien du côté des banques
des autres acteurs pour que le public s'intéresse à ce marché et puisse y investir ou y épargner massivement. Voilà ce que je peux dire. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, expert. Donc, on comprend que au niveau de la RCA, oui, pour le moment, il y a un seul acteur. Oui, pour le moment, le marché financier est méconnu, mais il y a des perspectives. Il y a des piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Et je vais m'adresser au directeur général Moukoko pour qu'il nous parle un peu des différents leviers qui pourraient être activés justement au niveau de la RCA pour que, ce, pour que ce pays qui est aujourd'hui, on va dire, le petit pousset de l'ensemble, puisse justement faire ce bond significatif qui est attendu. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de l'intervention de M. Moukoko consistera à répondre à la question d'un internaute qui est directement adressée à lui. L'internaute veut savoir si la COSUMAF entreprend de visiter également les étudiants de l'IRIC. Merci beaucoup pour la question. Alors, bon, je vais pas répondre pour la cause du MAF, je ne connais pas leur emploi du temps, mais de l'IRIC, je ne sais pas si c'est l'IRIC de Yaoundé. Je sais qu'il y a une, une série de conférences la semaine prochaine. J'avoue, je ne connais pas le programme. On va essayer de répondre je pense qu'il faut se rapprocher de la cause du MAF plutôt. Maintenant, pour la première question, alors j'ai beaucoup aimé le terme de mon confrère, M. Fometé, quand il a parlé de leapfrog. Donc, comme vous avez dit en français, leapfrog, c'est un bon significatif. Ça veut dire que on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes euh, par lesquelles les autres sont passés pour arriver à un certain résultat. Donc, on pourrait dire que le fait qu'eux, ils soient passés par ces étapes-là nous facilite un peu la tâche et nous permet de tirer profit de ce qu'ils ont trouvé et peut-être des erreurs qui ont été commises. Alors, on remarque que le travail d'éducation financière, je dirais depuis l'année dernière, est vraiment accentué de la part des différents acteurs du marché financier, notamment les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de portefeuille, des CIF, la COJIMAF et la BVMAC. Euh, je pense que dans la zone, on a pris conscience que épargne devrait au mieux égaler investissement. Donc, il y a une culture de l'épargne qui soit développée de plus en plus et sous différents types de modèles, que ce soit via des FCP, via des OPCI, que ce soit en direct sur certains types de produits, mais pour cultiver justement une meilleure circulation de l'argent. Donc, je pense que le potentiel est là et on l'a déjà trouvé et que l'éducation financière qui est en continu va faire ce travail-là, tant au niveau des émetteurs publics et privés que des investisseurs publics et privés. Alors, moi, ce que je voulais apporter comme contribution et par rapport pour répondre à votre question concernant ce qui est attendu du côté de la RCA, et peut-être un peu comme tous les pays, c'est que aujourd'hui, on a besoin de faire avec ce qu'on a. Et je pense qu'en Afrique centrale, ce qu'on a en majorité, ce sont des ressources naturelles. Tous les pays d'Afrique centrale sont bénis de ressources naturelles. Et ces ressources naturelles-là permettent notamment d'alimenter le secteur, tout ce qui est consommation. On a le secteur agricole, on a le secteur minier, donc qui est le cadre de la RCA. On a la population, la superficie de la RCA qui est beaucoup plus large, comme M. Fometé le disait, que celle du Cameroun, mais avec une population moins importante, fait que le PIB par habitant est techniquement beaucoup plus élevé, un peu comme on a le cas au Gabon et au Congo. Alors, ce qui est important, c'est aussi que les instances étatiques au niveau de la RCA puissent donner le cap, clairement. Le plus difficile, dans ce qu'on voit dans nos pays, c'est définir la vision, dire exactement où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut être comme les États-Unis? Je ne pense pas. Est-ce qu'on veut être comme le Cameroun? Je ne pense pas. Est-ce qu'on veut être comme la France? Je ne pense pas. On veut être comme la RCA en fonction des ressources que la RCA, dont elle dispose, de ce qu'il y a dans le pays. Et comment est-ce qu'on peut développer et capitaliser sur ce qu'il y a et pourquoi pas aussi ce qu'il n'y a pas
pour pouvoir tirer ce qu'on appelle donc en économie les avantages comparatifs. À partir du moment où cette vision est bien clarifiée, avec une stratégie qui est claire et nette, et de dire, on a un potentiel en termes de minerais, comment est-ce qu'on fait pour l'exploiter sans se déshabiller, si je peux dire ça comme ça, mais l'exploiter d'abord à notre profit et multiplier peut-être les échanges avec les autres pays pour y aller. À partir du moment où la stratégie est claire dans ces différents secteurs-là, on connaît nos avantages comparatifs. Ce qui suit, ce sont les infrastructures. Comment est-ce qu'on va aller chercher la ressource dans la terre pour l'amener vers les êtres humains? Ça, c'est le travail des infrastructures. Transport, énergie, télécom, tout ce qui est gestion de l'habitat. Et ça, vraiment, c'est les infrastructures de base. Et le plus souvent, bon, on parle beaucoup des PPP, mais le plus souvent, c'est l'État qui porte ça. Et la manière dont l'État veut financer ça, ça peut se faire via le secteur bancaire, ça peut se faire via le marché financier local. On sait que la RCA a beaucoup d'appuis internationaux qui ont leurs avantages, mais qui ont aussi leurs contraintes, puisque généralement c'est en devise et avec des taux de change et des variations de change qu'il faut supporter, alors qu'au niveau du marché financier et globalement du marché des capitaux, en fait, on a la ressource en monnaie locale et sans risque de change. Alors, une fois que les infrastructures de base sont posées, maintenant viennent se déposer au-dessus des infrastructures secondaires qui sont généralement financées par le secteur privé, les industries, l'immobilier, euh, tout ce qui sera lié au secteur secondaire, à la transformation et au secteur tertiaire également. Donc, à partir du moment où vous avez cette base-là, la logique est que vous réduisez en fait les coûts de transaction. Imaginez, vous êtes un investisseur, vous voulez construire, financer une industrie de transformation de tomates à côté de Bangui. À partir du moment où vous vous rendez compte que la fourniture d'énergie n'est pas stable, ben, c'est vous qui peinez parce que vous allez devoir acheter un groupe électrogène, acheter du carburant avec des prix qui varient dans tous les sens, et ça va impacter le produit à la sortie. Du coup, le manque d'infrastructure augmente les coûts de transaction. Si les coûts de transaction augmentent, ça diminue la rentabilité. Si la rentabilité diminue, les investisseurs se grattent la tête en disant, est-ce que je dois vraiment mettre mon argent là-dedans? Donc, il y a toute cette chaîne de valeur qui est important de créer afin d'attirer aussi les investissements, d'attirer les investisseurs qui sont de plus en plus avertis, je dis bien, dans la zone CEMAC, et c'est tout au bénéfice, en fait, de la République de la RCA. Donc, je pense que ça, c'est des prérequis qui sont attendus. Et une fois que cette vision est clarifiée et qu'elle est claire, enfin, qu'elle est vraiment claire pour tout le monde, qu'on a résolu les problèmes sécuritaires et politiques qu'il peut y avoir dans la zone, il y a le dernier point important, c'est le marketing. L'argent aime quand on lui parle. Il aime qu'on lui raconte des histoires. Il aime qu'on puisse l'attirer en disant, voilà mon plan, voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que tu vas gagner. Il y a une communication institutionnelle, il y a un roadshow, il y a un marketing national qu'il faut faire, il faut vanter le pays, comme d'autres pays ont pu le faire, hein, le Bénin, je pense le Sénégal également. Donc, il y a besoin, justement, une fois que ça s'est clarifié, de savoir comment vendre ça au niveau des pays voisins, au niveau de la... Allô, monsieur le directeur général. Ben, je crois qu'il a eu des problèmes de connexion. Aussi d'infrastructure. Voilà, je crois qu'il a eu des problèmes de connexion. Bon, on parle d'infrastructure. Bon, merci. Donc, le temps qu'il nous rejoigne, donc, globalement, il a parlé effectivement de tout ce qui est préalable, c'est-à-dire tous les éléments qui contribueraient à réduire ou bien à optimiser les coûts d'exploitation pour tout ce qui est infrastructurel, l'électricité. Et puis en amont, je crois que le commissaire de la COSUMAF l'a dit, il y a une inflation au niveau des carburants, du carburant. Donc, s'il n'y a pas déjà d'électricité, qu'il faut utiliser des groupes électrogènes, etc., ou bien des éléments alternatifs. Là, monsieur le commissaire voudrait s'exprimer. OK. Merci, madame. En fait, je voudrais intervenir un peu sur le secteur financier pour apporter quelques éclairages en ce qui concerne la République centrafricaine en attendant que le DG nous rejoigne. En fait,
je voudrais signaler ici que le secteur financier de la République centrafricaine est structuré d'une part par le marché interbancaire, que nous avons l'habitude de faire, qui permet aux banques de faire des placements et de se compenser mutuellement en cas de besoin de liquidité. Et il faut noter aussi que le marché financier en République centrafricaine est caractérisé par les valeurs du trésor. Et donc, pour lever des fonds pour le fonds de placement. Donc, pour précision, le marché des valeurs du trésor en République centrafricaine comprend 10 spécialistes en valeurs du trésor qu'on appelle généralement les SVT. Et donc 7 sont les résidents et les 3 sont les 7 sont les non-résidents et les 3 sont des résidents. Donc, ce marché a permis à la RCA de lever 122 milliards en 2023 et 127 milliards en 2024. Donc, ceci montre que le secteur financier du pays soutient vraiment la croissance. Donc, il faut noter que ici, beaucoup plus, on parle de marché monétaire. Donc, le marché financier en tant que tel, ce n'est pas encore développé en République centrafricaine. Donc, c'est juste une précision que je pourrais apporter pour nous permettre de comprendre davantage le secteur financier en RCA. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Donc, on comprend que l'État est actif au niveau du marché monétaire et pas encore au niveau du marché financier, mais que les réformes sont en cours pour cette accession-là. Je souhaite qu'on puisse répondre à la question d'une internaute. On a parlé tout à l'heure des PME et des PMI. Globalement, la question n'adresse pas uniquement la RCA, mais de manière générale. L'internaute demande pourquoi les PME ne sont pas cotées en bourse. Pourtant, le marché africain est constitué à 95% de PME. Donc, on sait qu'il y a une réglementation, il y a un guichet, mais qu'est-ce qui expliquerait que les PME ne soient pas cotées en bourse? Donc, la question est au panéliste qui veut bien la prendre. Bah, je vais peut-être m'y avancer, hein. Donc, voilà. Euh, bon, comme je disais tantôt, je pense qu'avant de, de- d'être à la recherche de certains financements, je pense qu'il faut d'abord, comme je disais tantôt tout à l'heure, être sûr et certain que on est propre, entre guillemets, bien sûr, l'expression propre, qu'on parvient à faire sa toilette, etc., avant de vouloir s'afficher auprès du grand public. Autrement dit, les entreprises, peut-être pour revenir sur l'exemple pris tout à l'heure, les entreprises telles que NRK, Sodeka font partie d'une liste. Là, on ne parle même pas de PME. Ces entreprises font partie d'une liste. Ces entreprises sont censées être accompagnées, bien sûr, vers le marché financier pour obtenir des financements, bien sûr, d'investissement. Mais vous allez vous rendre compte aujourd'hui, malgré toutes les démarches faites par les sociétés de bourse, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas un véritable entrain à faire lister ces entreprises-là. Donc, on se pose des questions, est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Il ne faudrait peut-être pas prendre des problèmes de manière, comme disent les anglo-saxons, standalone, donc vraiment de manière compartimentée. Ici, il est question de voir le problème dans son ensemble. L'ENERCA, la Sodeka, bien entendu, ce sont des entreprises centrafricaines, hein. Donc, l'investisseur, lui, ou bien pas forcément l'investisseur, disons la société de bourse ou bien le listing sponsor qui a vocation à accompagner ces entreprises pour se faire lister, ben, c'est surtout se pose des questions très simples. Si on vous accompagne à vous faire coter au sein de la bourse des valeurs mobilières, il faudrait bien entendu que l'entreprise, dans son activité quotidienne, puisse générer effectivement suffisamment de capitaux, bien suffisamment de résultats nets pour pouvoir rembourser ou pour pouvoir honorer son service, la dette vis-à-vis des investisseurs. Et tout cela, bien entendu, ne devrait pas être analysé de manière compartimentée. Il faudrait voir une fois de plus le problème dans sa globalité. Donc, on a posé le problème sur la table tout à l'heure du gouvernement qui est censé en réalité donner une ligne, de fixer une ligne directrice. Et cette ligne directrice-là est applicable pour les grandes entreprises, pour les moyennes entreprises et pour les PME. Donc, je pense que le fait d'avoir donné
ou bien le fait d'avoir communiqué les noms de ces trois entreprises, aujourd'hui, l'investisseur est beaucoup plus à une posture attentiste, c'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qui va d'abord arriver à ces trois entreprises-là, avant de dire aujourd'hui qu'on va attaquer les PME. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un galop d'essai. Et j'en suis sûr et certain que si la cotation de l'une de ces entreprises ben, est bien faite, je pense que le reste suivra. Les PME ne sont pas exclus. Alors, il faut peut-être également faire une analyse comparative par rapport au Cameroun. Aujourd'hui, on dit que le Cameroun, c'est, c'est la locomotive de la zone CEMAC. J'ai pas pour mémoire de voir une PME être cotée au niveau de la bourse. Tout cela parce qu'il y a d'abord des préalables qu'il faut bien entendu arranger. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sans publicité, bien sûr, nous avons obtenu le mandat du ministre des Finances du Cameroun pour véritablement travailler sur cette problématique. Quelle est, quelles sont les contraintes aujourd'hui que ces entreprises ont à se faire coter en bourse? C'est vrai que l'étude porte sur le territoire camerounais, mais je pense qu'on peut également l'extrapoler à d'autres territoires. Je peux vous garantir que sur à peu près une cinquantaine d'entreprises, et là je suis même mesuré, sur une cinquantaine d'entreprises qu'on a visitées, les raisons sont diverses. On parle du sujet de fiscalité, on parle du sujet de culture financière, on parle du sujet de, 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 euh, comment vous appelez ça, euh, oui, principalement la culture financière, mais des sujets également d'amnistie fiscale. Donc, tout ça revient toujours un peu autour de la fiscalité, des sujets notamment d'autres ordres, hein, techniques comme politiques, etc. Donc, en fait, globalement, je pense que le, on n'est pas en train de dire que le secteur de la PME est, n'est pas considéré un RCA. Moi, je pense qu'il est largement considéré, mais je pense également que les trois entreprises qui ont été communiquées par le gouvernement de la RCA, pour nous, en tout cas les intermédiaires financiers, je pense que ces entreprises-là constituent un galop d'essai. Donc, si ces entreprises parviennent, si on parvient bien sûr à faire lister ces entreprises sans aucun souci, je pense que le reste suivra. Donc, voilà un peu le point que je tenais en tout cas à préciser. Et on va toujours revenir sur le même sujet. Euh, le sujet toujours d'éducation financière qui pour moi, bien sûr, revêt un caractère assez important. J'en ai pour preuve d'ailleurs le dernier rapport de l'ONU qui un peu a eu à nous faire part de certaines statistiques, notamment des statistiques liées à tout ce qui est indicateur d'instruction. On vous dit par exemple que la durée attendue de scolarisation à RCA pour les garçons est à peu près de 5 ans, alors que pour les filles, on est à peu près 3,8 ans. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est pas, je veux dire, c'est une population également ils ont d'ailleurs fait des analyses sur même la qualité de l'enseignement primaire, je précise qu'on a jugé assez faible. Les statistiques, notamment, qui ont été communiquées, c'est de dire que 67% en fait, je veux dire, de l'enseignement a été prôné par des maîtres parents et une proportion à peu près de 17% aujourd'hui étant en lien avec des faibles enseignants. Donc, globalement, ce sont des points sur lesquels il faut véritablement insister avant de véritablement parler d'autres sujets. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire sur le volet relatif, bien sûr, au PME. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il y a l'expert Descendé qui voudrait également intervenir sur le sujet. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Merci. Merci. En fait, mon prédécesseur l'a très bien dit. Euh, la problématique des PME, des financements des PME concerne tous nos États, de la communauté en général, qui ont du mal à se financer. La bourse se finance soit par la dette, soit par le capital.
Et la question de l'internaute, si j'ai bien compris, c'était comment les PME peuvent faire pour être financées sur le marché financier. Et donc, quand on parle de vulgarisation financière, c'est comment faire pour que le plus grand nombre de personnes sachent que on peut épargner sur le marché financier de manière à collecter l'épargne, cette épargne qui va servir pour les investissements. Singulièrement pour les PME, la question de l'internaute, c'est est-ce que les PME peuvent se financer à la bourse de deux manières, soit à travers la dette, soit le capital. Et justement, on en vient à cette question. Est-ce que les PME ont l'information? Donc, que doit-on faire, les pouvoirs publics, les acteurs, la cause COSUMAF, etc., pour, euh, comment dire, emmener les PME, le public, à se conformer aux exigences du marché financier? C'est vraiment là la problématique, c'est peut-être que je la comprends. Aujourd'hui, dans nos États, il y a des PME extrêmement vigoureuses sur le marché qui peinent à se financer auprès des banques et qui ne savent pas qu'il existe un marché financier, un guichet, qui peut leur donner une possibilité de financement en capital. Et donc là, c'est une réflexion que nous devons avoir, menée, pour savoir si un individu ou des individus se mettent ensemble, ont un projet qui est conforme aux exigences du marché financier et qui peuvent accéder aux sociétés de bourse pour être introduits à la cote. Comment ils font? Et c'est ça, cette information que la plupart le public n'a pas. Et je crois que c'est la question de l'internaute, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, les PME qu'on croise dans nos pays ne savent pas qu'il existe un marché financier et qui peut les aider à obtenir du capital ou de la dette. Elles vont plutôt aller vers les banques et qui leur offrent des conditions qu'on connaît. Et pour revenir aux entreprises et aux entreprises publiques dont parlait Eugène, il s'agit en fait des trois entreprises publiques qui faisaient partie d'un lot de sociétés du portefeuille public qui devaient, de la CEMAC, à la demande de la BEAC, je crois, qui a demandé au ministre des Finances de plusieurs pays de la CEMAC de proposer des entreprises publiques pour animer la bourse. En Centrafrique, il y en avait trois ou quatre, mais il y en avait dans d'autres pays de la CEMAC, il y en avait en Guinée équatoriale, au Cameroun, etc. Et de mémoire, je pense que très peu de sociétés publiques ont été cotées à la bourse. Je crois qu'il y en a eu deux au Gabon, il y en a peut-être eu deux en Guinée équatoriale. Au Cameroun, je ne sais pas. Et en Centrafrique, on est dans ce même cas, c'est-à-dire que nous sommes dans la situation globale qui concerne la CEMAC, qui indique que l'information, la culture financière concernant le marché financier n'est pas bien encore bien vulgarisée auprès du public, auprès de nos pouvoirs publics, auprès des acteurs, auprès des entreprises, auprès des particuliers. Et donc, nous devons faire un travail davantage pour appuyer plus de travail encore pour augmenter la culture financière, l'information financière, parce qu'en réalité, selon ma compréhension, le marché financier est le socle du développement. C'est-à-dire que le développement du marché financier qui permet, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, permet de concentrer l'épargne, peut offrir des possibilités de financement à moindre coût avec des risques de change, de taux qui sont maîtrisés. Donc, nous avons tout intérêt pour développer des sociétés, des économies dans nos communautés, à développer le marché financier pour capter notamment l'épargne. Dans un pays comme la Centrafrique, par exemple, il y a un fort taux d'épargne, mais qui échappe complètement au système financier classique. Il y a la thésaurisation, parce que les gens n'ont pas accès forcément au guichet de la banque, ils préfèrent garder l'argent sur eux. Je vous parlais tout à l'heure de la bancarisation. Quelqu'un qui est en province, qui est agriculteur ou qui est dans les mines, qui a de l'argent, s'il n'a pas de guichet bancaire pour mettre son argent, il va thésauriser. Il y a ça, il y a aussi la crainte, la confiance. Donc, il y a un travail à faire pour capter cette épargne. Et cette épargne, c'est cela qui va servir aux investissements. Donc, le rôle du marché financier, c'est cela. Il doit être développé par la culture financière, la vulgarisation. Et je pense, et pour terminer là, concernant les PME qui constituent le socle
de la création de richesse dans nos pays et dans le monde en général, ces PME gagneraient à être informées, à être soutenues par des structures qu'il faut inventer ou pour pouvoir accéder au marché financier pour lever des fonds, de la dette ou du capital à un niveau qui est celui qui est le leur. Voilà, voilà ce que je pouvais ajouter à ce qui a été dit auparavant concernant les PME. Merci. Merci beaucoup, Esper. Et effectivement, vous parlez des PME. Ça me permet de lire le commentaire de l'internaute de Madame Saviendra Dinga, qui dit effectivement que l'éclosion de notre marché est parfaitement corrélée à l'insertion des PME et que c'est une problématique qui mérite une attention particulière. Et elle signale que la plupart des entreprises qui les approchent, ce sont les PME. Je note qu'elle est responsable des opérations à Premium Capital Securities. Je crois que sur la question, le directeur général, M. Fomete, avait également une intervention. Oui, merci de me donner la parole. En fait, c'est une modeste contribution parce qu'en fait, cette question revient tout le temps. Enfin, je pense que la plupart des panélistes ici l'ont déjà entendu. Moi j'imagine en fait la chose de deux façons. Il y a bien entendu la responsabilité qui a été évoquée des dirigeants des PME, euh, c'est-à-dire que pour accéder au marché, il faut respecter un certain cahier des charges. Et malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise, euh, parce qu'ils n'ont pas de financement bancaire, pensent que le marché financier, c'est la deuxième alternative. Et ce n'est pas forcément souvent le cas parce que il y a, par exemple, beaucoup d'entreprises qui préfèrent faire le commerce en ligne non déclaré, lucratif, plutôt que de se mettre en règle avec les administrations fiscales de manière à être en règle et de se donner justement la possibilité d'une croissance pérenne. Donc, il y a vraiment cette responsabilité de se dire, si on voudrait se financer sur les marchés financiers, compte tenu des exigences, à notre niveau, il y a d'abord un travail à faire de gouvernance, de gestion et de structuration. Et ça prend un certain nombre d'années. Euh, je sais que dans une seconde vie, dans une vie antérieure, on avait ce qu'on appelait l'investment readiness, où l'entreprise qui vous coach pour entrer en bourse dans la structure dans laquelle je travaillais, et ça nous prenait 3 ans. C'est-à-dire que l'entrée en bourse se fait dans 3 ans et on vous coach 3 ans en avant pour présenter des états financiers qui sont cohérents, pour raconter l'histoire, pour habiller la mariée, tout ce qu'on veut, mais au moins pour se mettre déjà en règle avec les exigences du marché qu'on sollicite. Donc, il faudrait que les gens, l'audience comprenne aussi que le marché financier, c'est un marché très organisé avec énormément d'exigences. Et donc, euh, il ne faut pas se précipiter d'aller sur le marché financier, surtout quand on est une PME, euh, parce qu'il faut d'abord s'assurer qu'on est prêt. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi, d'un point de vue régulateur, COSUMAF, et puis à entreprise de marché, créer justement aussi les conditions euh, pour que les PME qui ont fait cette démarche trouvent une place dans cet écosystème. Et pour avoir entendu quelques interventions de la BVMAC sur le sujet, il y a des travaux qui sont faits en termes de compartiments, en termes de seuil même pour accéder au marché, en termes d'exigence, de sorte que quand les deux initiatives vont se croiser, on aura peut-être le résultat qu'on souhaiterait obtenir. Et pour chuter, je pense que les textes de la COSUMAF prévoient aujourd'hui dans leur règlement des dispositions pour encadrer ce qu'on appelle le financement participatif, qui est une alternative de financement qui est pour moi plus adaptée aux PME qui constituent le socle aujourd'hui de notre tissu économique. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, que ce soit à la banque, à la maison, qui voudraient pouvoir mettre en commun leur financement dans une entreprise en laquelle ils croient, dont l'histoire leur semble cohérente. Et donc,
ce financement participatif, s'il est bien organisé, je dis bien organisé, c'est-à-dire avec les autorisations et les agréments qu'il faut, permettrait de capter une partie de l'épargne qui irait directement vers ces entreprises qui sont soit en phase de démarrage ou en phase de croissance ou même en phase d'expansion et qui, je pense, par rapport au niveau d'exigence, seraient plus à même à capter ce type de financement comme alternative du financement bancaire qui semble être aujourd'hui une difficulté pour ce tissu d'entreprise. Donc, le marché financier a la possibilité, les moyens, grâce à ces textes, d'offrir l'opportunité aux PME de se financer, mais il y a quelques conditions auxquelles il faut se tenir, qui sont, croyez-moi, drastiques en termes de transparence, en termes de gouvernance, en termes de gestion. Et donc, beaucoup d'entreprises, de mon point de vue, ne sont pas encore prêtes, en tout cas les PME, au sens PME que nous on connaît, pour, même si elles ont besoin de financement, aller sur le marché. Parce que pour nous, acteurs qui sommes seulement agréés par la COSUMAF, je parle sous le contrôle d'Eugène, de Yves et de Jean-Jacques, le niveau de contrainte que nous on subit au quotidien pour être justement en règle avec les textes, les évolutions réglementaires, la transparence, la gouvernance, nous font comprendre que ce n'est pas tous les chefs d'entreprise qui peuvent du jour au lendemain aller sur les marchés, solliciter les financements du grand public parce qu'il s'agit de protection de l'épargne de plusieurs personnes. Donc, il y a vraiment ça qu'il faut comprendre et se dire peut-être, je ne suis pas encore prêt à prendre l'argent euh, de Valérie parce que elle, une fois qu'elle a mis ses 5 000 dans mon entreprise, je n'aurai plus de vie. Peut-être que ce serait plus intéressant pour moi de me battre avec, voilà, euh, euh, voilà, un financement alternatif. Et c'est ça qu'il faut que les entrepreneurs comprennent. Parce qu'une fois qu'on a traversé la ligne, je vous promets, Valérie, on n'a plus de vie. Voilà. OK. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Je rassure l'internaute en disant que sur la page de la BVMAC, vous avez les conditions d'accès au compartiment B, PME, PMI. Donc, vous pouvez, donc, il y a un compartiment qui est bien prévu pour les PME, PMI. Et ce qu'on retient, donc, c'est qu'il y a des conditions et que très souvent, les dirigeants des PME n'ont pas rempli les conditions. Et là, on comprend qu'il y a peut-être une alternative pour ces PME qui pourrait être le financement participatif. Alors, le directeur général a soulevé un point particulier, c'est la confiance des investissements, parce que pour pouvoir investir, il faut que l'investisseur se rassure que son argent, bien sûr, ne court aucun risque. Et pour cela, je vais inviter Monsieur le commissaire Enoch Roger Ouema de nous repréciser les missions de la COSUMAF en termes de contrôle, de régulation, mais surtout de protection de l'épargne des investisseurs. Également, ça c'est le point 1. Le deuxième point qui est une question posée par une internaute, c'est qu'est-ce qui est prévu par les autorités, par le marché ou par la BVMAC pour rendre accessibles et plus sécurisés les produits du marché financier par les personnes de la diaspora. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour les diasporiens? Et bon, la dernière, que je préfère laisser deux questions. Deux questions pour... Ok, merci, merci Madame Valérie. En fait, je voudrais d'abord préciser que la vision de la COSUMAF, c'est une vision qui permet en fait d'une régulation plus forte du service d'un marché financier moderne et dynamique. C'est dans cette optique que la COSUMAF a organisé du 5 au 8 novembre 2024 à Libreville, en fait, un atelier qui permet vraiment aux acteurs du marché financier de permettre la réglementation de la COSUMAF et de moderniser en fait cette réglementation qui nous permet en fait d'avoir un marché financier qui est moderne et dynamique. Donc, en termes des axes que la COSUMAF fait en train de suivre, la premier axe, c'est développer l'éducation financière. On en va beaucoup parler de l'éducation financière ici. Deuxième axe, c'est de moderniser vraiment la COSUMAF
Troisième axe, c'est de dynamiser le marché financier régional. Et en fait, le dernier axe, c'est de renforcer la coopération et l'action internationale. Donc, en termes de la mission de COSUMAF, nous pouvons noter, entre autres, la protection de l'épargne et d'investissement que nous avons souligné tout à l'heure ici, et aussi informer les investisseurs. Donc, nous avons vraiment souligné la question de manque d'informations qui fait à ce que les gens ne puissent pas aller vraiment sur le marché financier. Donc, troisième mission aussi de la COSUMAF, c'est le bon fonctionnement du marché. Donc, la COSUMAF est là pour réguler vraiment le fonctionnement du marché. Donc, il est très important et essentiel que la COSUMA puisse veiller au fonctionnement du marché. Autre mission, c'est égalité de traitement des actionnaires ou investisseurs. Il y a aussi l'égalité, la transparence, la sécurité et l'intégrité du marché financier. Et la dernière mission pour nous, c'est la promotion de l'éducation financière. On a vraiment parlé tout à l'heure. Donc, voilà quelques missions dévolues à la COSUMA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Donc, on comprend que la COSUMAF a, entre autres, justement, mission de s'assurer que l'épargne de l'investisseur ou l'investissement fait par les individus, par les sociétés, par les États, est correctement sécurisé. Pour pouvoir sortir de ce webinaire, peut-être on a parlé de l'éducation financière, on a parlé des efforts de l'État en termes d'infrastructure, on a parlé de tout ce qu'il faut mettre en place en termes de gouvernance, même si la notation montre déjà qu'il y a une amélioration de la gouvernance. Aujourd'hui, la question est de savoir dans quel horizon on a parlé, oui, d'une possibilité de bond significatif, mais de façon concrète, euh, quel pourrait être l'horizon au bout duquel on dira aujourd'hui la RCA, elle est présente sur le marché financier. Aujourd'hui, les populations sont suffisamment éduquées. Dans quel horizon, vous, les acteurs du marché financier, par rapport à l'histoire des autres pays ou également de la CEMAC, quel horizon donnerez-vous à la RCA pour une présence effective et une dynamisation du marché financier à leur niveau? Donc, la parole est à qui veut la prendre. Je vais essayer de commencer. Quelle raison? La question est complexe. En fait, l'indicateur, ça va être le nombre de sociétés cotées en bourse et le nombre d'acteurs privés qui ont des comptes titres ou des souscrits à des parts de fonds communs de placement auprès des sociétés de gestion de portefeuille ou de sociétés de bourse. Enfin, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes vraiment en Centrafrique en particulier sur une dynamique en construction grâce aussi aux efforts de la COSUMAF pour informer. Je voudrais simplement signaler, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, du 18 au 22 dans plusieurs pays de la CEMAC, notamment en Centrafrique, ça va être le 22, au sein de l'université, il y aura une campagne de sensibilisation, d'information de la jeunesse aux produits et instruments financiers, au marché financier. Ce sont des choses qui vont contribuer à développer la culture financière, déjà auprès des jeunes, auprès des étudiants, mais également auprès du public. Il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues, notamment par les acteurs. On n'est pas nombreux ici, comme vous l'avez dit, pour que le public ait le sentiment que sur le marché financier, les instruments financiers, ça permet de rentabiliser leur épargne et c'est également sûr. C'est-à-dire que sûr parce qu'il y a tout un écosystème constitué par un régulateur et qui permet de sécuriser l'épargne, qui permet également de faire des investissements rentables. Donc, je dirais le premier élément pour entrevoir l'horizon, c'est accentuer tout ce qui concerne l'éducation financière, la culture financière, pour que le public soit informé des possibilités qui lui sont offertes pour épargner, investir dans des domaines sûrs, sécurisés, parce que bien encadrés. Alors,
ça passe simplement par des choses simples. C'est-à-dire que si on achète un titre public, on contribue au développement de son pays. On peut aussi, à travers prendre une action d'une entreprise, c'est contribuer au développement de l'entreprise si on a intégré, compris l'histoire, comme cela a été dit tout à l'heure. Donc ça passe par des choses comme ça, savoir qu'on peut investir dans des structures, des entreprises ou dans des instruments publics, des titres financiers, gagner de l'argent et être dans un environnement sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est les acteurs doivent informer le public. Donc l'horizon, je dirais, dans quel horizon, je ne peux pas trop vous dire, mais sinon on commence le travail maintenant, peut-être qu'on peut y arriver très rapidement. Mais ce que je dois vous dire également, et cela a été dit tout à l'heure par un panéliste, la Centrafrique est une terre d'opportunités. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de potentiel ici, avec la reprise économique liée au retour de la sécurité, je ne doute pas qu'il y aura un développement économique aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie que dans les services. On parlait tout à l'heure de problèmes d'énergie. C'est des problèmes qui sont adressés notamment dans les relations avec la Banque mondiale où ce problème est en phase de résolution et qui pourraient permettre à des entreprises de s'installer et naturellement peut-être de solliciter le marché financier pour leur financement. Voilà. Mais le maître mot, c'est la vulgarisation, l'éducation financière. Voilà. Merci. Merci beaucoup, expert. On arrive, je veux dire, on a déjà couvert le temps, mais je crois que le DG Moukoko voulait parler. Bon, il n'est plus, je ne sais pas s'il a encore. Oui, le DG Moukoko voulait parler, donc. Oui, Donc, oui, merci beaucoup, Valérie. Bon, désolé, j'ai été coupé tout à l'heure. Vous voyez, quand je parlais des infrastructures télécom, on a eu la preuve par l'exemple. Pour répondre à la question, moi, je dirais que le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. L'horizon, c'est tout de suite là. Et je rappelle, je ne sais pas si ça a été dit, mais je rappelle que la RCA a fait une émission de titre public il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était en début d'année. Je n'ai pas les résultats en tête, mais je pense que de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, parce que nos clients, même ici au Cameroun, ont souscrit à cette émission-là. Cette émission a été appréciée. Il y a eu un taux qui était intéressant pour les investisseurs. Et je pense qu'il y a eu même une petite déconvenue d'un journal qui a indiqué que la RCA avait fait défaut, bon, alors que ce n'était pas forcément le cas, parce qu'ils avaient fait un remboursement anticipé plutôt. Faire un remboursement anticipé, c'est un très très bon signe, déjà. Ça veut dire qu'on a une certaine solvabilité. Donc, je pense que la RCA a déjà commencé. Ils ont déjà commencé cette dynamique que le pays a développée sur le marché monétaire, qui est, comme je disais, un marché plutôt de court terme, et un marché un peu plus facile parce que les principaux acteurs, ce sont les banques. Et quand je dis banques, ça veut dire vraiment les banques, premièrement, qui sont sur place, qui sont dans le pays, qui comprennent les problématiques, qui sont près du ministère des Finances et qui sont prêts à accompagner ou soutenir l'économie. Quand ces banques-là se voient accompagnées derrière par d'autres investisseurs de d'autres pays, ça veut dire que le capital confiance commence à augmenter. Mais bien entendu, on est toujours sur des produits de court moyen terme parce qu'on teste et on reste encore sur vraiment des types de créances enfin moins risqués. Plus ça se développe, plus on pourra demain aller peut-être sur le marché financier qui demande quand même beaucoup plus de niaque. Parce que c'est vrai que le marché financier, si vous décidez d'y aller, déjà, il y a l'étape du roadshow qu'il faut faire dans la zone. Faire un roadshow, ça a l'air simple, mais il faut bien se préparer. Ça veut dire qu'il faut être préparé à répondre à toutes les questions des investisseurs clés. Il faut être préparé à définir cette vision-là dont on parlait tout à l'heure, cette stratégie budgétaire. Il faut répondre aux questions difficiles. Je ne parle pas des roadshows à l'international qui sont encore beaucoup plus compliqués. Donc, je pense que la trajectoire que la RCA a entamée est progressive. Il y a déjà, ils vont peut-être continuer à faire des émissions sur le marché monétaire euh, avec la participation de tous les acteurs, hein, Société de bourse, SVT et Société de gestion. Euh,
Donc voilà, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Je sais que la France sait plus que la RCA depuis des décennies est un pays qui est très, très, très convoité sur le plan géopolitique. Donc, c'est pas facile, on comprend que c'est pas facile de gérer un pays de ce type-là. Mais à partir du moment où il y a beaucoup plus de clarté et une ligne directrice qui est claire, les investisseurs vont suivre, à mon avis. Merci. OK, monsieur le DG, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, nous sommes rendus à 13h37. Je comprends que le commissaire voudrait dire rapidement quelque chose. Monsieur le commissaire, si la parole est à vous Ok, merci, pour une ou merci deux beaucoup, minutes, madame. c'est grand. Je ne serai pas long, je serai juste bref pour compléter ce que les autres panélistes ont déjà dit. En fait, pour l'instant, nous sommes en train de se préparer pour aller sur le marché financier. Il y a des actions préalables que le gouvernement est en train de mettre en place. Et donc, nous faisons le focus sur la notation financière. Vous êtes sans ignorer que la première notation financière de la RCA a eu lieu en avril 2024. En fait, c'est un signal pour les investisseurs. Et donc, on est en train de travailler pour la deuxième notation financière. Donc, et aussi, on est en train de mettre en place une stratégie de dette à moyen terme. Aussi, c'est un document important qui puisse vraiment attirer les investisseurs dans ce sens. Et donc, plus la RCA dispose des investisseurs potentiels, plus on peut aller sur le marché financier. Donc, on est en train de travailler aussi dans ce sens pour que la RCA puisse disposer vraiment des investisseurs potentiels. Voilà quelques éléments que je pourrais mettre à votre disposition. Mais en un mot, nous sommes en train vraiment de se préparer pour aller sur le marché financier. Merci. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Alors, il y a madame Chama de One Africa Forum qui va intervenir pour présenter les conditions d'entrée à la BVMAC. Oui, pardon. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Donc, madame Chama de One Africa Forum présente là, vous voyez afficher les critères d'éligibilité à l'entrée à la bourse à la CIMAC. Donc, vous avez les qualités et conditions d'admission, dont l'émetteur est toute personne morale de droit public ou privé offrant au public des valeurs mobilières négociables, donnant droit à en bénéficier. Donc, la qualité d'émetteur n'est pas ouverte aux personnes physiques. Pour être admis sur le marché, vous devez être une personne morale, être constitué sous la forme de société anonyme avec conseil d'administration, justifier d'un capital minimum de 100 millions de francs CFA et disposer de titres librement négociables. Donc, après, vous avez spécifiquement les critères d'admission au compartiment actions et enfin les critères d'admission au compartiment des obligations. Donc, ce document pourra être affiché sur la page LinkedIn de One Africa Forum qui présentait cet événement. Nous sommes rendus à 13h40. Le thème est tellement intéressant qu'on pourrait y passer toute la journée. J'avoue que c'est avec un pincement de cœur que je souhaite donc faire un peu ou bien l'économie des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc, nous sommes arrivés, la première conclusion, c'est que oui, la RCA aujourd'hui a un taux de croissance bas, faible, mais les perspectives et les opportunités la placent en très bonne position. Le deuxième point, c'est qu'il faut un effort de l'État pour tout ce qui est infrastructure, énergie, route, etc., pour permettre de réduire les coûts et encourager donc les investisseurs privés et extérieurs. Le troisième point, c'est
Madame Valérie, je pense que Madame Valérie s'est déconnectée, elle a un souci de connexion. Ah, voilà, elle est là. Euh, on parlait des infrastructures. Je crois que j'ai eu un problème d'infrastructure parce qu'on a perdu la connexion quelques Il n'y a pas de minutes. souci, il n'y a pas de souci. Je vous laisse Décidément. enchaîner alors. Voilà, donc je crois que les quatre principaux points, j'étais au dernier où on parlait justement de l'éducation et on a bien vu que l'éducation financière touche donc les États, les sociétés publiques, les PME et le grand public. On a compris que la COSUMAF s'oriente également vers les étudiants, qui est la population la plus jeune. Donc, avec ces quatre pans, nous pensons que dans nos zones très proches, on pourrait donc avoir ce bon qualitatif qui permette l'éclosion du marché financier en République centrafricaine. Je remercie tous les honorables participants et Madame Chima, je crois que vous avez la parole pour la conclusion. Ah, je crois que Madame Chima s'est déplacée. C'est vrai qu'il y a eu ce problème technique. Je me demande en fait si je suis reçue. Et on Oui, vous on vous entend bien. entend bien. Ah, ok, ok, ok. Merci, merci de me rassurer. Donc, comme j'ai été On vous entend coupée, bien. On vous entend bien. ok, ok, Alors, on très profite pour bien. vous féliciter Bon, peut-être pour, le votre temps que modération. Théma arrive, je voudrais quand même poser, on va donc peut-être, avant qu'elle nous conclue, parler de la question d'un internaute relative. Oui, oui, expert. Je Non, crois non, que je ne non. vous entends plus. Oui, non, mais je disais simplement que je pensais qu'on s'était déjà rendu à la fin. C'était pour vous dire que félicitations pour la modération, pour l'exercice que vous avez mené. Mais on n'a pas encore fini alors. Merci beaucoup, expert. Je vous en Merci. Je prie. crois que Théma s'est levé. Bon, si personne n'a aucun inconvénient, je crois on peut Hmm. simplement dire merci à One Afrique de Madame le Président de la COSUMAF et espérer que ces séances de vulgarisation seront davantage utiles. Merci beaucoup Valérie, merci à tous nos panélistes. Je remercie aussi l'audience qui ont interagi avec les panélistes. Et je vous donne rendez-vous, notez la date, le 18 novembre, lundi 18 novembre, pour un COSUMA Focus Guinée équatoriale. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Merci. Merci. Mhm. Merci. Au revoir. Au revoir.